Bonsoir. Rappelez-vous ces moments cruciaux du Hirak quand le régime n'a pas eu d'autre choix pour garder la main et sauver son emprise sur le pays, comment il avait entrepris de sacrifier ses propres comparses, de les jeter en pâture à la foule, au rachis, comme ils disent entre eux. Il se sent entre-dévoré du cannibalisme politique sans aucun frein, à plus forte raison que le chef d'état-major d'alors, l'homme fort de ce moment, grâce au Hirak qu'il avait combattu de toutes ses forces, avait besoin de faire place nette cet homme fort dans le champ politique, ou plutôt dans le champ mafiocratique, pour pouvoir installer à la présidence du pays celui qu'il avait lui-même et personnellement choisi et dont il avait décidé de faire sa façade légale pour prendre tout le pouvoir à travers lui. Mais après avoir neutralisé quasiment tous les décideurs qui pèsent et même leur relais, il a fait la politesse à sa créature de quitter ce monde et de lui laisser place nette. Celui qu'il avait fait roi allait trouver table dressée pour continuer à faire le vide sans véritable risque, et il a fait en sorte que l'évacuation des pièces maîtresses aille jusqu'au bout. Résultat de cette grande purge dont personne ne parle vraiment, et qu'une cinquantaine de généraux parmi les plus importants de la junte, 3 premiers ministres, des dizaines de ministres, un nombre à peine imaginable d'officiers supérieurs, des centaines de hauts fonctionnaires, la plupart des grosses clientèles du précédent président ont été envoyés en prison, où ils continuent de croupir à ce jour avec des chefs d'inculpation infamants, mais dont les dossiers sont vides. Et pour cause, parce que s'ils étaient instruits de façon objective, ces dossiers, même ceux qui les ont accusés, les gens qui sont en prison, se retrouveraient à leur côté, dans les mêmes prisons. Et ils le savent. Et c'est pour ça que les dossiers sont vides. Mais les actuels détenteurs du pouvoir n'ont rien appris de l'histoire politique sur les systèmes prédateurs et illégitimes comme le leur. Ils ne savent vraisemblablement pas que lorsque des barons de ce genre de régime parviennent à prendre tout le pouvoir à leur propre comparse, à la faveur de grands bouleversements genre Hirak, ils n'ont pas d'autre choix pour garder ce pouvoir et se prémunir des autres décideurs qui sont dans la place que de tous les éradiquer par tous les moyens. Ils entrent ainsi dans une logique de cannibalisme. Ils nourrissent leur avenir de la disparition forcée de tous ceux qui tenaient les leviers de commande. Tous, sauf ceux qui ont vite compris la nouvelle donne et qui tous accourent pour faire acte d'allégeance au nouveau maître. Là est tout le secret. Mais la suite logique de cette grande opération anthropophage est qu'elle est, en politique, inéluctablement suivie d'une logique d'autophagie. Après les grandes purges anthropophages et toute l'ivresse des sommets qu'elles procurent, vient toujours ce processus salutaire pour les peuples de l'autophagie compulsive. Emporté par son élan de liquidation de tout ce qui peut l'inquiéter dans sa survie,
du plus bas au plus haut de la pyramide, et après être devenu une sorte de monstre gueule ouverte qui engloutit tout ce qui l'entoure, il en arrive, ce régime, tout naturellement, à s'auto-dévorer. En commençant par les forces et les logiques qui le constituent lui-même, qui le soutiennent, ses propres clients, ses propres soutiens, ses alliés naturels. Et comme l'appétit vient en mangeant, il en arrivera fatalement, ce régime, et sans l'ombre d'un doute, à se manger totalement lui-même. Et comme ce régime est particulièrement vorace, je parie qu'il ne laissera même pas une miette de lui-même. Il en est aujourd'hui ainsi de sa démarche dans les élections législatives, qui devait normalement renforcer sa mainmise sur le pays et sur l'avenir de ce propre régime. Mais c'est lui-même, ce régime, cette mafiocratie, qui a entrepris de les saborder, ces législatives, de semer le doute sur 30% des candidats dont la majorité, pourtant, fait partie de ses propres soutiens, de ses alliés les plus zélés. Ainsi va l'histoire et ainsi s'accompliront les promesses. Élections législatives algériennes, l'autophagie. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Abdelrahim Mossawar, militant pour la démocratie, enseignant. Abdelrahim, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine, Azoul Flaoun, salam alaikum. Je salue tous les téléspectateurs de North Africa TV en Algérie et ailleurs, et l'équipe technique de North Africa. Merci pour l'invitation. Merci pour l'équipe technique et merci à vous. Alors, Azoua Chamrouk qui est avec nous en visio, il n'a pas pu malheureusement être des nôtres ici sur le plateau. Azoua, militant politique, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine. Bonsoir. Bonsoir Jamaldine. Bonsoir Azoua, on vous écoute, on vous entend très bien. Très bien. Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe technique qui est derrière vous, bonsoir à notre ami Rahib. C'est un plaisir de partager l'émission avec lui et merci pour l'invitation. Merci à vous, cher ami. Alors, nous allons d'abord, pour commencer l'émission, écouter encore une fois cet immense personnage politique algérien qui a lancé une phrase, j'allais dire, prophétique. Écoutons-le. Le suffrage universel n'existe pas en Algérie. Il n'existe pas. Tout est trafiqué, c'est l'administration qui fait tout. Abdelrahim Mossawar. D'abord, bien sûr, écouter Del Hussein au moindre mot, à la moindre phrase qu'il prononce, qu'il a prononcée de son vivant, ça nous interpelle sérieusement sur les questions politiques en Algérie, mais pas que, sur les questions sociales, les questions sociétales, les droits humains, la dignité de la personne humaine, la solidarité d'un peuple, l'histoire. Malheureusement, l'histoire qui se fait aujourd'hui, qui se fait piétiner sous nos yeux par une caste militaire, si j'ose dire, qui a le plus haut pouvoir en Algérie depuis l'indépendance, qui continue de tuer,
d'assassiner tout espoir naissant, tout espoir d'exercice démocratique, de construction d'un État de droit. Le fait qu'en Algérie, le fait qu'il y ait aujourd'hui des centaines de détenus politiques et d'opinion, parmi lesquels il y a les détenus du Hirak, les plus jeunes générations ont observé cela depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. On emprisonne des poètes, on emprisonne des femmes, des enseignants, des historiens, on emprisonne des jeunes, on torture des jeunes adolescents, des mineurs qui ont tenté de traverser la Méditerranée, ce qui constitue bien sûr un sujet très épineux, la question des haragas. Nous avons une situation politique globale à travers laquelle le pays, ce qu'on appelle le pays d'1 million et d'1 demi-million de chouhada, Bled Chouhada, le pays de celles et ceux qui se sont battus pour la dignité, pour la liberté, à travers les siècles, à travers les générations. Un pays qui a connu l'émergence de douel. Quand je dis douel, on parle des mouahidines, on parle de toutes ces dynasties qui ont émergé sur ce territoire et qui ont donné une leçon aux générations futures. Mais le pouvoir qui nous gouverne en Algérie semble ne pas avoir retenu la leçon, celle d'un peuple qui s'est toujours battu pour sa liberté, mais aussi pour sa dignité. Et ça, c'est très important, la dignité humaine. Ce qui se fait piétiner par ce système qui, aujourd'hui, a trahi même les positions historiques qui sont liées à la dignité des humains à travers le monde. La Palestine, par exemple, Gaza. On marche sur toutes ces positions historiques, toutes ces constructions, tout ce qui a été bâti humainement, historiquement, dignement par nos aïeux. Nous luttons aujourd'hui face à un système qui veut nous faire comprendre et qui veut faire croire à l'opinion internationale ou même à l'opinion locale en Algérie que des élections législatives sous la houlette d'un système corrompu, finissant, peuvent se faire démocratiquement tout en piétinant, en biaisant d'ores et déjà l'exercice démocratique. Cela fut le cas lorsqu'il y a eu le parti unique. Déjà, le lendemain de l'indépendance effective, géographique, celle qui a été ramenée par nos grands-parents, elle a été détournée de l'espoir d'un État démocratique populaire large vers un parti unique, vers Aïla Thawriya, vers l'Usra Thawriya, pour liquider tout ce qui pourrait graviter autour d'un État de droit, c'est-à-dire le peuple. Azouab Shamrouk. Azouab. Est-ce que Azouab est avec nous, s'il vous plaît? Nous revenons à Azouab dans un moment, j'espère que le problème va être réglé. Abdelrahim, il y a des choses qui ont besoin d'être comprises pour pouvoir être appréhendées, combattues, ou pour que nous puissions envisager une réaction. Voire défendu. Voire les défendre. Ouais. Mais en l'occurrence, c'est le régime qui est en train de scier lui-même la branche sur laquelle il est assis. C'est incroyable. Alors que nous savons tous que le boycott, depuis que Tebboune est aux commandes, toutes les élections, sans aucune exception, y compris les 2 présidentielles, se sont distinguées par un boycott massif. Toutes les élections. Et donc on s'attend, cette fois-ci aussi, à un autre boycott massif. Or, ce régime, au lieu de tout faire pour faire participer les gens, pour essayer de se faire rallier un peu tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 30% de ces listes et qu'il les rejette. Nous allons parler après de la façon avec laquelle il les a invalidés et qui va choquer tout le monde qui ne connaît pas déjà l'histoire. Mais déjà là, qu'est-ce que vous en pensez de cette démarche quasi suicidaire? C'est comme s'il voulait se suicider, ce régime. Ou alors, à moins que, à l'intérieur de ces régimes, il n'y ait une force contraire
qui essaye donc de le cannibaliser, de bouffer encore une fois une partie de ce régime pour l'éjecter, pour prendre le pouvoir ou je ne sais quoi d'autre. Je pense que on en parlait avant l'émission et c'est très important comme point. D'ailleurs, ce qu'on est en train de dire pendant cette émission, c'est des idées que l'on partage avec nos compatriotes en Algérie ou ailleurs, mais ça a le mérite d'exister parce que ça concerne la chose politique en Algérie. Nous avons observé depuis l'installation ou la mise en place, la désignation d'Abdelmajid Tebboune à la tête de la présidence depuis 2019, il y a quelque part des apparences qui ne trompent pas, hein, des apparences qui montrent qu'il y a réellement un minimum de déstabilisation à l'intérieur même des instances, des plus hautes instances, qu'elles soient militaires, présidentielles, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque part un déséquilibre, quelque part une sorte de guerre de clans à l'intérieur du système, sachant que la composante du système algérien, c'est qu'il s'agit d'un certain nombre de généraux décideurs qui prennent des décisions. Ils ont toujours travaillé, ils ont toujours opéré à travers un consensus, notamment lorsqu'il s'agit d'une présidentielle, c'est-à-dire avoir un consensus autour d'une personne, mais ce qui n'a pas forcément été le cas, je pense, hein, concernant le personnage de Tebboune. Ce qui montre, ce qui fait que depuis son installation, il essaye de se donner une image d'un président qui a un peu l'image de Abdelaziz Bouteflika, qui aurait l'image de Bouteflika, c'est-à-dire quelqu'un qui tiendrait tête à ses décideurs, quelqu'un qui pourrait nommer ses hommes, ses femmes, c'est-à-dire les nommer dans les différents ministères. Force est de constater que cette instabilité existe jusqu'à aujourd'hui, avec c'est-à-dire tous ces responsables qui sont nommés, qui sont dégommés, qui sont démis de leurs fonctions, etc. Donc ça devient quand même très dangereux pour le pays. Mais si l'on revient à la question électorale est révélatrice de pas mal de visions, c'est-à-dire de la fragilité surtout d'un système qui est surtout finissant, surtout avec l'avènement du Hirak depuis 2019. C'est vrai, il faut reconnaître une chose, c'est que dans l'histoire de l'Algérie indépendante, il n'y a jamais eu autant, ou plutôt un aussi grand consensus populaire autour d'un divorce définitif avec le système que comme ça l'a été depuis 2019, c'est-à-dire le Hirak. Voyons voir aujourd'hui ce qu'il se dit sur la scène populaire, si j'ose dire, à travers ceux qui sont en train d'alimenter les médias privés ou publics, mais qui sont acquis au système en Algérie, ou ceux qui sont en train d'alimenter les réseaux sociaux par une volonté de participation, sont celles et ceux qui veulent, d'une manière ou d'une autre, graviter autour du système. Mais l'opinion publique, l'opinion populaire, elle s'inscrit dans un rejet massif. Alors le pouvoir aujourd'hui, il est déstabilisé par le Hirak depuis 2019. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de ramener la société vers une violence. Déjà, cette question des législatives. Le pouvoir a un objectif, celui de bipolariser la vie politique en Algérie entre ceux qui boycottent, c'est-à-dire les abstentionnistes, et ceux qui participent. D'ailleurs, ce que nous avons observé, c'est que parmi ces profs universitaires, parmi ces journalistes, parmi cette élite, si j'ose dire entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui se sont portés candidats à la candidature, le premier discours, les premiers textes qui ont été publiés, ce n'était pas d'aller chercher la chose politique ou d'expliquer politiquement ce qu'ils feraient après l'élection. Ils s'expliquent dans la participation. Ils étaient en train de se justifier pourquoi on participe. Donc là, certains, peut-être par une bonne volonté, se sont fait rouler dans la farine du système, c'est-à-dire de les ramener pour donner un minimum de légitimité à ces élections législatives, mais d'autres s'inscrivent dans la perversité du système qui veut entacher la chose politique en disant si le peuple aujourd'hui a divorcé de la chose politique, c'est parce que nous avons des candidats médiocres. Ce qui pourrait expliquer qu'un système truffé de corruption, de vol, etc., est en train d'accuser des candidats de vol, de corruption. Qui font partie de ces relais naturels. Qui font et partie, de ces alliés qui, naturels. Pour la plupart, ont toujours fait partie de ces alliés naturels. Pardon pour ceux parmi eux que nous connaissons personnellement, que vous connaissez personnellement. Ils sont très rares. Nous connaissons des personnes, hommes ou femmes, voilà, qui sont honnêtes, qui sont intègres. Candidats, oui.
pour donner de la politique, c'est-à-dire pour donner une certaine image Essayer à de la chose changer les politique choses. en Algérie. Mais la question qui se pose, nous avons boycotté en 2022 pour des raisons qui seraient peut-être, dont les raisons sont plus graves aujourd'hui. Absolument. Ça veut dire que ces gens qui sont honnêtes, qui sont intègres en allant à ces élections, et qui ont malheureusement été, enfin heureusement, qui ont été rejetés par ce même régime, en fait, ils allaient aller vers une dynamique de légitimation de ce régime, malheureusement. D'un processus de destruction continue de la chose Absolument. politique en À Algérie. plus forte raison que ces élections aussi, très certainement, je me trompe peut-être, vont encore une fois être frappées de boycott massif. Si tu me permets, Jamaldine, Oui. sur cette chose politique concernant les élections législatives en Algérie, je reconnais ne pas avoir du tout eu la volonté de creuser là-dessus, mais la manière dont le système en Algérie a organisé ces élections à travers le choix d'une personne, c'est aussi une façon de détruire les structures partisanes, de détruire les listes, etc., et de créer au sein même des partis une certaine autophagie. Et c'est autophagie. Et c'est du sabordage, pour Effectivement, parler autrement. effectivement. Alors, Azwaou Chamrouk, j'espère que la question du micro a été réglée. Azwaou? Il semble que le problème persiste. Ah ben, j'ai l'impression qu'on va faire l'émission juste avec Abdelrahim. Alors, Azwaou Chamrouk? Vous m'entendez Ah, enfin, alhamdoulilah, on vous entend. Ah, enfin, très bien. Allez, super. Alors, Merci. Azwaou, sur ces élections, moi je vous laisse la bride sur le cou, comme on dit. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez, avant que je ne vous pose des questions en particulier? Oui, d'abord, permettez-moi, Jamaldine, de commencer par la séquence que vous avez montrée tout à l'heure de Hussein Ahmed. Paix à son âme, c'est que Hussein Ahmed, il n'y a pas, je pense, mieux ou meilleur connaisseur ou sachant du pouvoir que Hussein Ahmed. Même si peut-être il ne connaît pas les tenants du pouvoir personnellement, surtout ceux d'aujourd'hui, mais quand même il connaît les mécanismes qui le gèrent, qui le régit, il connaît les pratiques, il connaît même la psychologie des personnes justement qui font perdurer ces pratiques. Donc je pense qu'il est vraiment le meilleur connaisseur pour un peu expliquer le système. Après, c'est que si on parle si vous voulez, d'un contexte général, c'est que le pouvoir, il a toujours tendance, et là, il excelle justement dans cette pratique, où il arrive toujours à vider toute dynamique populaire ou toute dynamique politique ou même toute volonté politique saine et bonne. Il arrive toujours à la vider de son sens pour essayer un peu de la normaliser et de la faire rentrer dans son appareil politique. Il l'a fait pour plusieurs choses, hein. D'ailleurs, si on cite le Hirak, c'est que au début, il a commencé par le nier, et puis nier son existence, et puis après pour l'accompagner jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Comme il n'a plus besoin justement du Hirak, ou comme le peuple, il n'y a plus si vous voulez, de force ou de manifestations hebdomadaires, donc maintenant, il nous a fait oublier un peu le Hirak. Donc, il arrive toujours à faire ça. Donc, c'est ce qu'il a fait avec l'ANI, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, le débat, il est beaucoup plus autour de l'ANI, de la légitimité de cette institution et de ses pratiques et de la légitimité, justement, de ces exclusions en masse à l'encontre des candidats. L'ANI, justement, si on revient sur c'est-à-dire cette autorité, c'était un besoin ou une demande des partis politiques, y compris des partis politiques de l'opposition. Sauf que les partis politiques de l'opposition, s'ils avaient demandé justement une autorité indépendante qui devrait gérer et régir les élections, justement, en lui donnant tous les pouvoirs, y compris les membres, ils ne seront pas des membres nommés par la présidente de la République, un peu ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est des membres qui seront nommés par les partis politiques ou pas légitimes et légales ou légaux qui opèrent sur la scène politique algérienne. Donc, mais le pouvoir, il a surfé justement sur ça, il l'a créé en 2019 justement, mais tout
vidant de toute sa substance. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que l'ANI, c'est une nouvelle institution qui est agreffée c'est-à-dire à l'ensemble des institutions qui travaillent à la solde du pouvoir. Donc, en gros, quand on voit les membres de l'ANI, ils sont nommés par le président de la République. Même si le président de l'ANI, il est élu par les membres, mais quand on sait que les membres ils sont nommés par le président de la République, y compris le président, donc même si il est élu par c'est-à-dire ses pairs, mais reste nommé par le président de la République. Donc, et on a vu avec Chorfi, donc il a énervé un peu entre guillemets Tebboune, et donc, il l'a dégagé pour le remplacer par le président par intérim qui est aujourd'hui à la tête de cette année. Après, donc, si on revient là, si on parle du contexte général, si on revient sur le contexte de la loi électorale, et là, c'est-à-dire que ça, c'est le drame de la politique en Algérie et ce qui fait un peu caractériser un peu Tebboune par rapport aux autres présidents, mais par rapport à Bouteflika notamment, c'est sa brutalité donc, si on voit, par exemple, sous l'ère de Tebboune, les lois, ils étaient relativement normales. Les lois, ils étaient relativement, on va dire, entendables. Donc, sauf que c'est Bouteflika ou le pouvoir, qui était à l'époque, qui transgressait les lois ou essayait, du moins d'une manière intelligente, même si c'est une intelligence noire, de transgresser un peu ces lois. Sauf qu'avec Tebboune, ce qui est la nouvelle c'est-à-dire la nouvelle pratique que Tebboune a ramenée, c'est-à-dire c'est les lois aujourd'hui qui sont devenues criminelles. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, la loi sur la loi électorale, l'article 200, on voit d'une manière noir sur blanc qu'il y a bien évidemment les critères pour décider des candidats. Il y a tellement de critères. Bien évidemment, il y a de ne pas être condamné par la justice algérienne. Mais comme ils ont vu que la condamnation à elle ne suffit pas. Azouaou, si vous permettez. Oui. Alors, oui. Nous allons en parler justement. Merci de m'avoir tendu la perche parce que je voulais vous poser la question sur ce que vous êtes en train de dire. Je vais d'abord expliquer à nos téléspectateurs. En effet, la loi électorale actuelle a été prise du temps de Tebboune, en 2021, lors de son premier mandat. Alors, dans l'article 200, écoutez bien, je demande à nos téléspectateurs de bien écouter parce que, à travers ce que je vais dire, nous allons comprendre combien ces gens ne craignent ni le ridicule, ni le crapuleux, ni l'outrageant, ni l'outrancier. Cet article 200, entre autres dispositions, dans son alinéa 7, est une violation flagrante de la Constitution, est une violation flagrante du principe sacro-saint, du principe universel, ça veut dire que c'est dans le monde entier, de la présomption d'innocence. Et le pire est que cet article 200, alinéa 7, a été examiné par la Cour constitutionnelle, celle de Mme Benhabels, qui a émis sur cet alinéa, la Cour constitutionnelle, elle s'est contentée d'émettre une réserve très discrète, mais il n'en demeure pas moins que la Cour constitutionnelle du même régime a émis une réserve sur la constitutionnalité de cette disposition. Et là, je vais vous la lire. D'autres alinéas 2, 3, 4, 5, 6. Nous arrivons à l'alinéa 7 de l'article 200. Qu'est-ce qu'il dit? Que le candidat ne doit pas, et là je vais citer exactement à partir de maintenant, ne doit pas être connu de manière notoire, ça veut dire la rumeur, ne doit pas être connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l'argent douteux et les milieux de l'affairisme, etc., etc. Ça veut dire qu'en l'occurrence, ce n'est pas lors d'un procès et d'un jugement définitif, ce n'est pas lors d'une appréhension de ce monsieur
en train d'accomplir en flagrant délit, comme on dit, flagrant kimegolo. Non, non, c'est juste une rumeur qui circule sur ce monsieur ou sur cette dame, qu'il il est connu de manière notoire pour avoir des liens avec l'argent douteux. Déjà, le fait de parler de l'argent douteux et de laisser ces gens en liberté, ça veut dire que le régime les tolère, ces milieux douteux. Ils existent, sauf qu'il ne faut pas les fréquenter. Et les milieux de l'affairisme. Mais l'affairisme, c'est l'affairisme. Il en existe partout dans le monde. Dans les États-Unis, en URSS, en Chine. Alors, d'abord, regardez sur quelle base l'ANI est en train d'invalider les candidatures de ces gens. Je vais vous donner un exemple. Pardon si je suis un peu long, je suis un peu lent et long, mais un enseignant, un directeur d'école, a demandé à l'ANI de lui donner les véritables raisons parce que les parents d'élèves de son école, lorsqu'ils ont appris qu'il a été écarté des élections parce qu'il est douteux, il a des relations douteuses, ils ont tout de suite eu peur pour leurs petits-enfants qu'ils veulent retirer de son école. Et là, ce n'est qu'un exemple. Il y a un autre cas d'une femme qui est en instance de divorce parce que lorsque son mari a appris qu'elle a des contacts douteux, il s'est vite précipité vers le tribunal pour demander le divorce. Ce sont là que deux exemples. Ça veut dire qu'ils ont gravement atteint, agressé l'honneur et la réputation des gens. Et le pire du pire, c'est qu'un homme qui fait partie un peu des apparatchiks, qui appartient à un parti, qu'on dit professeur de droit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, non, c'est à ces gens qui ont été accusés de prouver qu'ils sont injustement accusés. Alors, et je vais arrêter là, alors que dans le droit, pas seulement le droit algérien, le droit de tous les pays du monde, le droit de démocratie, c'est un principe de droit universel. C'est au demandeur ou en pénal à la partie poursuivante, ça veut dire le procureur ou la police, d'apporter la preuve, la charge de la preuve. Ce n'est pas à l'accusé de prouver qu'il est injustement poursuivi. Et là, et je vous donne la parole à Zouaou, là, c'est une atteinte intolérable, flagrante, immense au principe de la présomption d'innocence. Et je vous laisse la parole. Oui, absolument, Jamaldine, vous avez tout dit. C'est-à-dire que c'est une atteinte grave qui est la présomption d'innocence, qui est même elle-même consacrée dans la Constitution algérienne et je pense dans toutes les constitutions des pays qui se respectent. Oui, bien sûr. Mais justement, si on revient sur le contexte de cette loi, parce qu'elle a été promulguée en 2021, il faut bien sûr savoir, c'est que ce n'est pas l'orchestration de Tebboune, qui, à mon sens, qui n'est pas assez d'intelligence pour pouvoir justement orchestrer toutes ces élucubrations, mais je pense qu'elle est de l'œuvre de Boualem Boualem, qui était à l'époque son conseiller aux affaires juridiques, politiques et tout ce qui s'ensuit. Donc en 2021, cette loi elle a été promulguée par ordonnance. Le pouvoir à l'époque où Tebboune n'avait pas choisi, si vous voulez, la voie ordinaire de promulgation des lois, c'est-à-dire qui était de proposer un projet de loi au Parlement, voilà, il va le discuter, il va l'amender et tout, et puis après ils vont le voter, et voilà, donc qui est la voie ordinaire dans le respect justement de la séparation des pouvoirs et dans le respect de toutes les autorités ou de tous les pouvoirs. Non, ce qu'ils ont fait par contre avant, c'est-à-dire que Tebboune avait décidé à l'époque de dissoudre le Parlement qui était le Parlement de Bouteflika ou de l'ancien système. Mais justement, avec la dissolution de ce Parlement, la loi ou la Constitution algérienne lui donnait tout le pouvoir de passer des lois, y compris des lois électorales aussi importantes que la loi électorale, par voie d'ordonnance. Donc, il a dissous d'abord le Parlement. Quelques jours après,
il promulgue la loi par ordonnance. Et justement, le Parlement, qui était justement un Parlement sortant, il avait, si vous voulez, voté la loi, ou même, je ne sais plus si c'était voté ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus du terme juridique, dans l'ensemble, c'est-à-dire il n'avait même pas le droit d'étudier, ou il n'avait même pas étudié loi par loi, c'est-à-dire qu'ils avaient voté sur la loi dans son ensemble sans discuter aucune phrase de cette loi. Et aujourd'hui, on revient justement à ce paradoxe où des députés se retrouvent aujourd'hui punis par la même loi qu'ils ont même votée en 2021. Bon, il y en a certains, moi je pense, certains ils l'ont voté parce qu'ils croyaient que cette loi n'allait pas les toucher, malgré les incohérences et l'inconstitutionnalité de cette loi, vous l'avez soulevé tout à l'heure, même le Conseil constitutionnel à l'époque avait soulevé cette réserve. Donc il y en avait certains qui croyaient que cette loi n'allait pas les toucher parce qu'ils savent très bien que les lois, enfin les candidatures, ils sont désignés par le haut, donc on regarde peu les lois. Et on a certains qui n'ont même pas lu la loi. Donc pour vous dire à quel point le Parlement, il est là par allégeance, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour défendre les intérêts de la population, de regarder donc ce que apporte le pouvoir ou le gouvernement, mais il est là justement par allégeance à Tebboune. Donc c'est ce qui malheureusement explique un peu le drame de la politique en Algérie. On vous avait cité des exemples où on rentre même dans la vie privée des gens. Et le plus dramatique, c'est que on dirait qu'on est dans le soviétisme de Staline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à juger même les intentions des gens. C'est-à-dire que la loi telle qu'elle a été avant 2021, c'est-à-dire que ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale, ce que je peux comprendre. Mais comme ils ont vu que la loi, c'est-à-dire que la loi ne suffisait pas pour mettre des obstacles aux adversaires de Tebboune de l'époque, donc il fallait rajouter ce paragraphe 7, parce que si vous regardez le paragraphe 7, ce qui le précède, justement, c'est la condamnation par la justice algérienne. Donc quand on a une condamnation, quand c'est noir sur blanc, quand il y a une loi qui justement interdit aux condamnés de se postuler, donc je ne vois pas pourquoi, à part justement de faire obstacle aux adversaires. Mais le problème, c'est que Tebboune à l'époque, il avait fait obstacle, il voulait faire obstacle justement à ses adversaires. Mais aujourd'hui, on voit c'est-à-dire ce subterfuge, si vous voulez, c'est-à-dire tomber sur même c'est-à-dire les fervents défenseurs de ce pouvoir. Et l'ANI, aujourd'hui, moi je pense, hein, à mon humble avis, ce n'est pas l'ANI qu'il faut condamner. L'ANI, elle est là pour appliquer la loi. Elle applique la loi. Maintenant, la loi est arbitraire, je suis d'accord avec vous, et non plus il est arbitraire, mais il favorise l'arbitraire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette loi telle qu'elle est, notamment l'article 7, est arbitraire. Il ne devrait même pas exister dans une loi, parce qu'il y en a certains qui vous disent qu'il est vague. Non, il n'est pas du tout vague. C'est un paragraphe arbitraire. Pourquoi? Parce qu'il ouvre la porte à l'arbitraire, tel que ce que vous avez cité tout à l'heure. Dans l'ensemble, les régimes avant Tebboune, ils laissaient la loi normale, on va dire, mais ils choisissaient leurs élus, donc avec des fraudes électorales. Sauf que Tebboune, aujourd'hui, il ne s'arrête pas à choisir que ses élus, mais il choisit aussi ses candidats. Et j'aimerais juste finir sur quelque chose, parce que je parlais tout à l'heure, pour ne pas accaparer la parole, sur le contexte général. C'est-à-dire que le pouvoir, il a toujours, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une dynamique sociale dans la société, il essaye de la contenir et de la gérer c'est-à-dire à sa manière. Vous savez, c'est qu'on était dans le parti unique. C'est-à-dire qu'avec justement le bouleversement du monde en 88 et puis en Algérie, avec la révolte, on va dire, populaire en Algérie en 88 et le bouleversement du monde en 89, c'est-à-dire que le pouvoir, il était contraint justement à aller vers le multipartisme. Il a dit oui, ok, on va vous donner le multipartisme, mais c'est à nous de le gérer à notre manière. Et on voit bien comment ils l'ont géré aujourd'hui. Absolument. Les médias, c'est-à-dire la diversité médiatique, en 2011, c'était justement avec le contexte de Rabi al-Arabi,
Bouteflika nous a dit, OK, on va vous donner c'est-à-dire la diversité médiatique et tout, mais on va la gérer à notre manière. Donc le pouvoir, à chaque fois qu'il y a une dynamique dans le peuple, il essaye de se l'approprier pour la gérer à sa manière, un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Très bien. Alors, Abdelrahim, il nous reste à peu près une dizaine de minutes que je vais partager entre vous deux. Dans ce pays, il est connu pour avoir toutes les dispositions constitutionnelles du monde. Une constitution où il y a tout, notamment la séparation des pouvoirs. Elle est clairement citée, j'allais dire détaillée, etc. Sauf que ça n'existe pas. C'est juste un mot creux. C'est une phrase creuse. Séparation des pouvoirs. Et là, dans cette affaire, on le voit bien. Il y a une grave, très grave intrusion brutale dans le pouvoir judiciaire et ça se passe normalement, le plus normalement du monde. Déjà, en parlant de constitution, de cadre légal, d'un état de droit, parfois je pense à la manière dont la dignité de la personne humaine est malmenée dans mon pays, c'est-à-dire en Algérie, à travers une personne que peut-être certains pourraient prendre d'un œil un peu surpris, mais lorsque nous regardons la présidente aujourd'hui de la Cour constitutionnelle, c'est Madame Aslaoui, Oui. Leila Aslaoui, qui devrait être à la retraite, Oui. qui devrait être respectée dans sa dignité en tant que personne humaine, Oui. qui est exposée par un système et qui s'expose elle-même d'une telle manière, d'une telle façon, ça fait mal. Comme sa dernière apparition. Sa dernière apparition, là où elle répondait à des journalistes, où elle disait « Il a qu'un ma'ajbek chez un candidat, ma t'intakhabch ». Ce qui ferait défaut à un système qui a toujours misé sur le vote. Et moi, je pense qu'elle et ses semblables ont besoin de respecter déjà eux-mêmes leur dignité et puis que leur dignité soit respectée par les décideurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour qu'il y ait séparation des pouvoirs, il faut que ces pouvoirs existent. Pour que ces pouvoirs existent réellement, le pouvoir législatif, judiciaire, exécutif, il faut qu'il y ait un état de droit. Parce que dans un état de droit, ce que l'on appelle un état de droit, la loi qui se met au-dessus de tout le monde, y compris les institutions, les décideurs qui sont soumis au droit au même titre que les citoyens, il faut que cette notion puisse exister réellement. Nous sommes dans un pays, en Algérie, où ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire ne peuvent être respectés dans leurs prérogatives constitutionnelles parce que tout simplement, il y a un pouvoir autoritaire au-dessus qui est constitué principalement des généraux. Et puis ces généraux, quand ils font entre eux un minimum de consensus pour désigner une personne, en l'occurrence, comme ça a été le cas avec Abdelmadjid Tebboune, n'oublions pas que celui-là, ce président, le représentant du pouvoir exécutif, lui-même, il se substitue à la justice en disant Khaberji, en disant des intelligences avec atteinte à la présomption d'innocence. Effectivement. Le chef de l'État. Ça veut dire le représentant ou l'un des représentants du pouvoir exécutif qui se substitue au pouvoir judiciaire en traitant, à l'époque c'était Khaled Dararni, il y avait aussi Hassan Al-Qadi, des journalistes qu'on traitait de Khabarji, qu'on accusait d'intelligence avec les puissances étrangères. Oui. Donc la question qui se pose, effectivement, c'est qu'avant d'arriver à la séparation des pouvoirs qui devrait exister, en réalité, il devrait y avoir un état de droit d'abord. L'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, c'est les institutions légitimes. L'état de droit, c'est le respect de la dignité de la personne humaine. L'état de droit, c'est de mettre en place tous les débats démocratiques. C'est de permettre, par exemple, le passage de l'opposition, du citoyen. A-t-il seulement existé un jour depuis 1962 cet état de droit? En Algérie, déjà en 1962, quand il y a eu presque voire plus d'une année de négociations à travers les accords d'Évian, etc., il y avait l'espoir de la construction d'un État démocratique. En 1988, il y a eu l'espoir d'un État démocratique. En 2019, surtout jusqu'à aujourd'hui, on vit toujours, est-ce qu'il a toujours existé? À chaque fois qu'il y a eu une lueur d'espoir
de la construction d'un État de droit en Algérie, où le peuple affirme être au cœur ou devoir être au cœur d'un État de droit, le pouvoir central, le pouvoir en place, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de ramener tout ça vers la violence pour se légitimer, pour légitimer une intervention qui mettrait fin à cet espoir populaire. C'est ce qu'on appelle un coup d'État permanent. Mais je sais une chose, c'est que les coups d'État perpétrés par le pouvoir, puisqu'il y a une continuité des coups d'État, c'est parce qu'il y a la continuité de l'espoir de la construction d'un État de droit. Merci. Alors, Azwa ou Chemrouk, vous avez le mot de la fin. Oui, Jamaldine. Donc, j'aimerais juste rebondir sur ce que vous parliez tout à l'heure par rapport à l'état de droit. Donc, vous savez, l'état de droit, par définition, c'est que c'est un État qui est régi par les lois. Maintenant, le problème, c'est que si vous posez la question, est-ce que l'Algérie est un État de droit, je vous dirais que oui, c'est un État de droit. Parce qu'en fait, il est régi par les lois. D'ailleurs, je vous ai fait tout à l'heure un peu l'exposé du processus de la promulgation de la loi électorale 2021. C'est que Tebboune et son équipe, notamment Boualem, avait justement tenu à ce que le processus du droit soit respecté. Donc, si on voit, c'est-à-dire sur le respect du droit, bien évidemment qu'il a été respecté. Mais le problème, est-ce que ce droit est légitime? Est-ce que l'émanation de ce droit, c'est-à-dire la source de ce droit, est une source légitime? Est-ce que c'est un droit entre guillemets moral? Moi, je vous dirais la réponse est bien évidemment que non, parce que le pouvoir, il ne cesse d'instrumentaliser justement l'état de droit pour faire passer un peu ses agendas, pour un peu perdurer, se pérenniser dans le pouvoir. D'ailleurs, si on parle de cette loi électorale, ils ont essayé de nous la vendre comme étant une loi pour moraliser un peu la vie politique, mais bien évidemment, c'est beaucoup, et elle a produit, si vous voulez, les effets inverses, c'est-à-dire au lieu de moraliser la vie politique, elle a démoralisé justement la vie politique, elle a démoralisé même toute volonté, si vous voulez, de pratiquer la politique. Parce que vous l'avez cité tout à l'heure, il y a des gens intègres, même des anciens détenus du Hirak d'opinion qui ont voulu justement se présenter pour essayer de changer les choses, parce que le pouvoir nous cesse de nous marteler avec un discours. Bon, si vous voulez changer les choses, il faut essayer de changer par l'intérieur. Ok, ces gens-là, même si je ne suis pas d'accord avec leur vision des choses, mais quand même, ils ont eu le mérite d'essayer par l'intérieur. Donc, ils voulaient rentrer dans la compétition électorale et aujourd'hui, ils se voient leur candidature rejetée. Donc, en gros, ils les poussent à faire de la politique autrement. C'est-à-dire, au lieu de la faire d'une manière pacifique, le pouvoir, il pousse les gens, il les démoralise c'est-à-dire par le fait, c'est-à-dire les démoralise de ne pas y aller faire la politique d'une manière pacifique. Donc, de facto, il pousse les gens à la violence. Donc, si vous voulez, moi, j'y crois pas trop. D'ailleurs, ce qui nous a séparés avec certains de nos amis qui étaient sincères dans leur démarche, c'est que, en connaissant ce pouvoir, on savait très bien qu'il n'allait pas les laisser passer. Moi, honnêtement, je ne croyais pas qu'il allait faire ça à la candidature c'est-à-dire à la candidature de la candidature. Je croyais qu'il avait fait sa liste de députés. Il allait laisser, c'est-à-dire les élections se dérouler d'une manière normale. Il allait les rejeter justement aux élections et non pas c'est-à-dire à l'étape qui précède les élections. Mais ce pouvoir, on le connaît très bien. Donc, c'est pour ça que les gens comme moi, on pense et on est convaincu que la seule chose qui peut changer ce système, c'est justement un rapport de force populaire, comme tel que l'a été pendant le Hirak, sauf qu'on n'a pas su si vous voulez, le traduire politiquement, mais il faut un rapport de force populaire pour y aller vers une véritable constituante. C'est-à-dire qu'une constituante qui sera bien évidemment encadrée par l'armée, parce qu'on ne va pas se mentir, sans les forces c'est-à-dire sans l'armée et les forces sécuritaires, on ne pourra pas, c'est-à-dire, si vous voulez, assurer ou garantir une période de transition. Donc, c'est-à-dire cette assemblée constituante, bien évidemment, elle sera accompagnée par une période de transition pour aller édifier un véritable état de droit légitime, pratique.
merci Azo Chemrouk, merci Abdelrahim Moussaour. Abdelrahim, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important, que dans ce pays, il y a aujourd'hui des centaines de détenus politiques, de détenus d'opinion et de prisonniers politiques. Peut-être aussi faut-il préciser qu'en fait, ces compatriotes dont vous parlez, ils sont en prison aujourd'hui. Ils sont encore en prison. Ils sont encore en prison. Mais ceux qui sont passés par la case prison depuis que Tebboune est là, ils ne se comptent pas par centaines. Par milliers. Ils se comptent par milliers. Ouais. N'oublions pas que... Et beaucoup parmi eux ont vu leur vie et leur carrière brisées par ces... On connaît des syndicalistes, on connaît des salariés du privé, mais aussi des fonctionnaires qui ont été mutés, qui ont été licenciés malheureusement. Nous présentons, c'est-à-dire nous témoignons de notre solidarité, de notre indéfectible soutien à eux-mêmes, mais aussi à leur famille. À leur famille. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée.